Alors j'ai le plaisir d'accueillir pour la première audition de notre commission d'enquête, puisque c'est la première séance après la dissolution et la reprise de cette commission d'enquête, Madame Françoise Bello et Madame Sophie Lacombe, respectivement trésorière et membre du conseil d'administration du collectif féministe contre le viol. Madame Mélodie Molinaro, fondatrice et présidente de l'association Derrière le rideau. Madame Emmanuelle Truane Dancourt, présidente de l'association MeToo Média. Bonjour. Et Florent Pommier, son trésorier. Bonjour. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les personnes, aussi bien mineures que majeures, dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant notamment. Les organisations reçues aujourd'hui pourront nous faire bénéficier de leurs éclairages et de leur expertise afin de nous aider à traiter cette problématique. Les collectifs féministes contre le viol, fondés en 1985, offrent aujourd'hui une permanence téléphonique anonyme et gratuite, mais également des groupes de parole aux victimes de viols et d'agressions sexuelles. Le collectif forme les professionnels à la prise en charge de ces dernières et réalise des études statistiques sur ce sujet. Sur l'ensemble de ces sujets, nous allons évidemment vous poser des questions et merci encore une fois d'avoir accepté de revenir. Derrière le rideau, c'est une association créée en 2022 qui lutte contre toutes les formes de violence et milite en faveur de la libération de la parole dans le spectacle vivant par le biais de groupes de parole ainsi que d'actions de sensibilisation des acteurs culturels et du grand public. L'association MeToo Média a été créée en 2021. Dans le contexte des révélations relatives aux agissements supposés de Patrick Poivre d'Arvor, avec pour objet de lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde des médias et de la culture, ainsi que divers outils comme un violentomètre spécifique aux médias ou un guide d'autoprotection pour les aider à se protéger des violences sexistes et sexuelles. Elle organise également des formations et des campagnes de sensibilisation. Vous aviez été entendu par la précédente commission d'enquête, mais il nous a semblé utile de vous entendre à nouveau. Vos différents regards sur la situation actuelle dans l'ensemble du champ culturel nous seront très précieux pour établir un état des lieux de la situation, ses ressorts et les moyens d'y remédier. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je voudrais remercier les députés présents lors de cette émission et évidemment Erwan Balanant qui est le rapporteur de la commission. Avant de commencer les échanges, il y a une espèce de protocole qui est une obligation institutionnelle puisque nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête. Il nous faut, selon l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous demander de prêter serment et de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je vous propose de commencer comme ça et ensuite nous commençons l'audition. Allez-y. Je jure de dire la vérité. Ah. Je. D'accord. Je le jure. Je le jure. T'as levé la main gauche. Oui. Je le jure. On va être rodés maintenant. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci beaucoup. Donc, je vous propose, est-ce que vous souhaitez vous exprimer d'abord, faire un petit état des lieux, ou est-ce que vous voulez qu'on entre directement dans les questions, vu que vous avez déjà été auditionné? C'est un peu comme vous préférez, donc dites-nous ce que vous préférez. Vous voudriez faire un petit propos liminaire? Je vous écoute. Bonjour, aujourd'hui nous représentons le collectif féministe contre le viol. Comme vous avez pu nous présenter au début, nous sommes une association qui existe depuis 1985 et qui porte une première ligne téléphonique qui existe depuis 1986. L'élément déclencheur de la création de cette association et notamment de la ligne d'écoute à l'attention des victimes et aussi de l'entourage des victimes, mais aussi des professionnels, de toute personne qui aurait besoin d'être épaulée dans la démarche d'aide. Elle est ouverte de 10h à 19h, du lundi au vendredi. Ça nous permet de dire qu'on n'est pas un numéro d'urgence, on est un numéro d'accompagnement au long cours. Pour tout ce qui est urgence, bien sûr, les services de police et les services de santé d'urgence sont là pour répondre à la demande de la personne dans l'urgence.
L'association existe depuis 1985 et tout ce qu'on va pouvoir partager aujourd'hui, on tient à pouvoir le dire, c'est au jour d'aujourd'hui, on peut parler de 80 000 appels. Quand on parle de 80 000 appels, c'est 80 000 premiers appels de personnes qui viennent nous confier des faits et demander de l'aide. On ne compte pas les rappels. Donc 80 000 appels sur 40 ans d'existence. Oui, on aimerait bien 80 000 par an. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va pouvoir partager avec vous, en fait, c'est toujours une bonne nouvelle qu'il y ait un grand chiffre d'appels, parce que la question, c'est pas est-ce que le chiffre est élevé au niveau des victimes, mais est-ce que les personnes trouvent de l'aide et trouvent un endroit pour pouvoir parler. C'est vraiment ça qui est primordial. D'où le fait de me réjouir sur le grand nombre. À cet endroit-là, ça veut dire que tout ce qu'on va vous dire, ça vient de l'expertise qu'on peut ressortir de la parole des victimes. Et on les remercie pour nous avoir appelés, parce que c'est bien grâce à cela qu'on a pu synthétiser, réfléchir, apprendre, améliorer les pratiques, savoir ce qui existait déjà, le partager et progresser. Donc merci à elle. Bonjour. D'abord, vous remercier d'avoir relancé cette commission. Je crois que les associations l'attendaient de pied ferme, donc merci à vous d'avoir tenu bon. MeToo Média, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, est né de l'affaire PPDA, mais depuis, on a dézoomé à tout un tas d'autres affaires, alors médiatiques, souvent, mais pas que, loin de là. Quand vous entendez parler de l'affaire de Pardieu, Plaza, toute l'affaire énergie, Bourdin, etc., c'est le travail de MeToo Média, mais que la majorité de ce qu'on fait n'est absolument pas visible et pas médiatique du tout. Effectivement, vous l'avez dit, Madame la Présidente, on est dans le champ des médias et de la culture, ce qui fait quand même un spectre extrêmement large. Et je tiens à dire qu'on est bénévole, donc c'est quand même un engagement à 100% pour pas mal de membres déjà du bureau et de MeToo Média. On a un mantra à MeToo Média qui est il faut passer de MeToo à WeToo. C'est-à-dire que MeToo, c'est moi, nous, Florent et moi, on a tous les deux été victimes, Florent de viol, moi d'agression sexuelle et de harcèlement. Donc naturellement, on se sent concerné évidemment par ce sujet, mais on pense qu'on n'y arrivera pas si on n'embarque pas toute la société. Et WeToo, c'est vous toutes et tous qui n'avez pas été concernés directement, mais qui statistiquement connaissez forcément dans votre entourage une personne victime de violences sexistes et sexuelles, puisque ça touche dans le monde une femme sur 3, ou ça touchera à un moment une femme sur 3, et je n'ai même pas parlé des hommes qui sont bien présents. Donc nous, on pense vraiment qu'il faut embarquer tout le monde, les femmes, les hommes, les victimes et les pas victimes, si on veut vraiment y arriver. Et depuis le mois de mai, et merci beaucoup de nous réauditionner, parce que depuis le mois de mai, il s'est passé quand même pas mal de choses sur le mouvement MeToo en France, qui est un MeToo de l'aller-retour. On n'arrive pas à faire notre MeToo en une fois. On fait un pas, on recule de... Là, on est en plein backlash, on pourra peut-être en reparler, on recule de 10 pas. Mais depuis MeToo Média, on a lancé un MeToo Théâtre, un MeToo critique de cinéma, d'ailleurs, qu'on a beaucoup de mal à sortir. On a lancé MeToo en musique classique. Vous avez peut-être entendu parler de la maîtrise des hautes scènes qu'on a lancé, mais vraiment, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le monde de la musique classique. Et je sais qu'à un moment, vous allez dézoomer sur d'autres MeToo, et je trouve ça très heureux. Mais ça bouge énormément, et sur des affaires dont vous n'entendez pas forcément parler. Et oui, bien sûr, il est photographe, MeToo Photo aussi, qui est effarant. Qui est effarant, le MeToo Photo, c'est très impressionnant. Voilà, il y a tout un tas de MeToo qui commencent à naître. Vous ne voyez pas forcément dans les médias, parce qu'on a du mal aujourd'hui dans les médias. On peut dénoncer quelqu'un de connu, ça marche très très bien, mais quand on doit dénoncer tout un système, tout un MeToo photo, tout un MeToo critique de cinéma, c'est déjà beaucoup plus compliqué pour les journalistes pour faire les enquêtes et trouver le temps de ça, sachant que le temps politique a été un peu bousculé ces derniers mois. Ça n'aurait échappé à personne. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je suis très honorée d'avoir été invitée à cette commission. Je vais faire une courte présentation. Je m'appelle Mélodie Molinaro, je suis comédienne, chanteuse, autrice et metteuse en scène, et aussi du coup la fondatrice de l'association Derrière le rideau, qui a pour but de lutter contre les violences dans le spectacle vivant. C'est né à la base d'un podcast où je recueille des témoignages anonymes et où les victimes sont anonymes et les agresseurs ou agresseuses sont anonymes aussi. Le but étant de dénoncer le système dans lequel ces violences sont régies et de montrer qu'on a, pendant des décennies, banalisé des comportements abusifs, et donc vraiment de se dire, OK, d'apporter un soutien aux victimes et de voir comment on pouvait libérer la parole et mettre en lumière des comportements qui sont répréhensibles.
Nous menons aussi des actions de prévention dans les écoles pour justement apprendre aux jeunes artistes et aux professeurs à mettre un cadre, à sortir de ce système ancestral où il y a vraiment des problèmes d'abus de pouvoir et un manque de pédagogie. Voilà, donc aujourd'hui, je suis ravie d'être là pour essayer ensemble de voir comment on peut trouver des solutions et créer un système qui apportera un soutien aux victimes et qui les fera se sentir en sécurité et qu'il n'y ait plus d'impunité pour les agresseurs. Oui, première série de questions et qui pour vous tous et peut-être au début pour le collectif féministe contre le viol. Votre action vous dépasse initialement le cadre de notre commission d'enquête. Vous avez un spectre plus large. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça nous permettra sans doute de faire un aller-retour entre le cinéma et la société. Par contre, ce qui pourrait être intéressant pour nous, pour la commission d'enquête, c'est est-ce que vous avez la capacité, dans les témoignages que vous recevez, de dire, de voir, de ressentir si dans le monde de la culture, dans le monde de notre commission d'enquête, il y a quelque chose qui serait de plus de violence que dans la société. Voilà, c'est première question très rapide, et après on pourra rebondir sur les spécificités des violences sexistes vues par votre association et par l'association MeToo. Alors, lorsque la ligne téléphonique a été créée et suite à un grand nombre d'appels, il y a quelque chose qu'on a pu identifier, c'est ce qu'on a pu nommer la stratégie de l'agresseur. C'est-à-dire comment fait l'agresseur pour mettre en place son système et favoriser tout l'environnement qui est à sa portée pour venir à ses fins et en premier lieu cibler une victime. Ce qu'on peut voir et ce qu'on a fait, puisqu'on a fait un grand nombre de campagnes de prévention, c'est que dans les premiers appels, on a pu aussi découvrir que c'était majoritairement, alors Emmanuelle Piette, notre présidente, appelle ça le tiercé perdant, c'est-à-dire ton papa, ton employeur et ton professeur. Déjà, c'était une manière de pouvoir voir dans les témoignages que dans la récurrence, on avait dans l'entourage de la victime une personne connue et non pas un inconnu. Par ailleurs, dans les domaines qui ont pu être par la suite visités, puisque grâce à ce mouvement MeToo, on sait au début, par exemple, il y avait le ministère des Sports avant le mouvement MeToo qui a pu dire chez nous, il n'y a pas d'agresseurs. Enfin voilà, il y avait une espèce de corporatisme qu'on retrouve dans tous les secteurs qui peut, finalement, c'est peut-être une pensée magique de dire que ça serait bien qu'il n'y ait pas d'agresseurs. Mais en vrai, on sait qu'ils sont dans tous les secteurs. Ça, MeToo, ça a aidé puisqu'il y a eu MeToo moi j'appelle ça MeToo-tout. Ça veut dire que plus on avance et plus les secteurs travaillent sur la question et peuvent avoir un regard beaucoup plus éclairé sur les mécanismes de violence en interne. Pour arriver au secteur qui nous concerne aujourd'hui, on a pu voir, puisqu'on donne des formations, et dans ces formations, on accueille tous les professionnels qui sont en contact avec les victimes. On a pu avoir des professionnels de différents secteurs qui peuvent dire « mais chez nous, c'est différent, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, le cadre dans lequel on travaille impose plus de secrets ». En fait, on voit que ce sont les mêmes mécanismes. Après, on peut étudier justement sur le secteur de la culture, qu'est-ce qui vulnérabilise. Ce que nous, on peut voir à travers les témoignages, c'est le statut d'intermittent, par exemple, c'est-à-dire parfois la précarité sur le fait de travailler dans un temps court, sur un projet dans lequel, en même temps qu'on va travailler, on va être amené à faire son réseau, à rencontrer des gens et à pouvoir préparer le projet futur. Ça veut dire que si on est ostracisé, si on parle, si on est une personne qui est exclue, on fait aussi parfois entrer sur sa carrière. Donc on voit qu'il y a des freins à la parole, et pour les victimes, et pour les témoins. J'avais une petite question là-dessus pour prolonger les propos que vous venez de nous dire. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu, mais par le détail, des situations, l'impunité ou
ou la protection en fait qu'il peut y avoir dans un milieu, parce que vous dites c'est la stratégie de l'agresseur. Dans cette stratégie, il y a le fait de s'assurer une forme d'impunité. Du coup, concrètement, dans les témoignages que vous avez eus autour du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle d'une manière générale, quelles sont les stratégies employées, mais vraiment par le détail des situations, et les autres personnes auditionnées, si vous avez aussi des exemples à nous citer, je pense que ce serait intéressant. Je vous en prie. Oui, je peux. Oui. J'allais juste nommer le fait que, par exemple, recruter des alliés, c'est quelque chose qui est déjà fait. Et on sait que l'agresseur, pour assurer son impunité, sa priorité, c'est de pouvoir recruter des alliés et avoir un entourage fort qui sera soumis à sa cause. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est très fort. Nous, on accompagne les victimes dans les procès, quel que soit, et on voit bien que du côté des victimes, les bancs sont vides, et du côté des agresseurs, ils ont fait ce travail en amont de recruter des alliés. Et ça, c'est un travail qu'on retrouve dans toutes les stratégies d'agresseurs. Ils ne sont jamais seuls, c'est la victime qui est isolée. C'est pour ça que dans les accompagnements au procès que l'on fait, solidaires et bienveillants, on est là simplement pour remplir les bancs, être à la machine à café, et qu'elles puissent être épaulées dans ce parcours compliqué. On le retrouve aussi dans le milieu de la culture. Pour rebondir sur ce qu'elle disait, je peux revenir juste un peu en arrière sur les spécificités que moi je trouve dans le monde du spectacle et qui permettent malheureusement d'avoir des violences harcèlement sexiste et sexuel. Pour moi, je le regrouperais en 5 mots-clés. La précarité, dont on a déjà parlé, avec la menace d'être remplacé à tout moment et de se retrouver sans emploi, ou de faire un emploi qui est peut-être régi par notre agresseur, mais il faut qu'on le fasse parce qu'on doit avoir nos heures pour l'intermittence qui est comme le chômage. Donc voilà, il y a cette précarité qui rentre énormément en compte. Le deuxième point, c'est l'emprise psychologique, avec abus sous couvert de développement artistique, fondé sur l'humiliation et la maltraitance. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret d'un témoignage que j'ai pu avoir où une élève se sentait vraiment pas en mesure de faire une scène. Elle était très timide et la professeure, pour la mettre à l'aise, lui a forcé à imiter, de faire une fellation. Voilà, pour lui dire si tu ne fais pas ça, tu ne seras capable de rien. Et pour surmonter sa timidité, c'est vrai que ça aide beaucoup d'imiter ce genre de choses pour surmonter sa timidité. Voilà. Donc vraiment, il y a une emprise psychologique avec de l'humiliation et de la maltraitance. On en vient toujours, même en 2024, au droit de cuissage, avec une pression sexuelle pouvant aller jusqu'au viol pour avancer dans la carrière. Avec, par exemple, on passe un casting et le directeur de casting nous dit « ce serait bien qu'on boive un petit coup ensuite, j'aimerais bien faire un peu plus connaissance en me passant la main sur la cuisse pour aller encore plus loin. » Voilà. Le 4e point, confusion des limites. On est dans un milieu où la proximité physique est constante et il y a l'absence de consentement. Le personnel et le professionnel est souvent mélangé. On a un grand manquement de cadre à cet endroit-là, ce qui crée des abus, puisqu'il n'y a pas de limite. Et le 5e point, c'est ce qu'on était en train de dire, c'est la liberté d'agissement en toute impunité. C'est un système ancestral qui se reproduit de génération en génération. Les jeunes artistes qui subissent ce système sans avoir été entendus ou réparés vont le reproduire lorsqu'ils seront en position d'autorité. Tout ce système donne le sentiment aux professionnels du secteur, du coup, de s'entourer d'alliés et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en toute impunité. Et donc ça, c'est les 5 points pour moi qui sont les spécificités des violences dans ce milieu. Il y a évidemment aussi l'omerta, dont on parle beaucoup, où il y a, du coup, dans l'omerta, ça englobe la peur de représailles dans le milieu professionnel, du coup, avec des risques d'exclusion, la précarité, les relations de pouvoir, la normalisation de comportements abusifs, l'isolement des victimes, comme on venait de le dire, et le sentiment de honte, la peur des réactions publiques et du harcèlement en ligne, et un manque de soutien juridique et organisationnel qui freine les victimes à parler. J'aimerais donner un exemple très, très précis. Finalement, une toute petite partie de mon histoire, je ne vais pas rentrer dans un détail, dans un grand détail, mais quand j'ai subi le viol que j'ai subi, j'étais en situation d'extrême précarité puisque je sortais d'école de journalisme, je cherchais des missions, ce qu'on appelle dans le journalisme des piges, ce qui est encore moins avantageux que, si je puis me permettre, que le régime de l'intermittence, parce qu'il n'y a même pas un nombre d'heures, il n'y a même pas
système de chômage avec un nombre de piges. Le nombre de piges doit être assez important pour les journalistes avant d'accéder à... c'est le régime général, avant d'accéder au chômage. Et donc le régime général, on le sait, maintenant c'est 6 mois, etc. Bref, je ne refais pas le disons. Moi, ce n'est pas très favorable pour moi, par exemple, ce qui s'est passé depuis quelques mois au niveau du chômage. Je n'ai plus le droit même. Donc les piges, pour revenir là-dessus, c'est un système où, au fond, on est très, très dépendant de l'employeur. Et moi, à l'époque, je cherchais des piges en radio. J'étais spécialisé en sortant de l'école de journalisme là-dessus. Et la personne qui était potentiellement... qui pouvait m'en donner des piges, c'est une personne que j'avais connue lors de mes études. Et cette personne, dans une province loin de Paris, m'a proposé de loger chez lui. Je n'ai vu aucune malice du tout, puisque c'était un collègue, un ancien prof. J'y suis allé. Il se trouve que je me suis fait enferrer donc dans un système d'emprise où il me logeait donc dans son salon, je précise, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il n'y avait aucune espèce d'attirance. Je ne connaissais pas sa vie. Mais un soir, il a attaqué. J'ai pour tout travaillé 3 jours en un mois et demi. 3 jours de pige en un mois et demi. Et je suis reparti de ce lieu aussi rapidement, finalement, presque que j'étais arrivé, avec mes cartons, dans l'autre sens. Mes parents m'ont vu revenir. Ils n'ont pas bien saisi pourquoi je revenais. J'ai dit, écoutez, en fait, j'ai pas assez de travail là-bas. C'est tout ce que j'ai pu dire, parce qu'en fait, j'étais dans une amnésie totale. Moi, j'ai vécu l'amnésie totale pendant 10 ans. Donc, du moment où ce gars m'a pris le bras, amnésie. Il a fait ce qu'il a fait. Et ensuite, c'est en 2017 que tout revient à la faveur, évidemment, c'est un parcours, mais d'une psychothérapie, de séances d'hypnothérapie. C'est pas magique, mais ça peut fonctionner sur ce type de cas pour faire remonter des détails post-traumatiques. C'est mon cas, et je me suis reconstruit depuis, et ça va mieux. Mais je veux illustrer par là le fait que l'extrême précarité, de fait, moi, m'a poussé dans une situation de dépendance au niveau du logement, pour le coup, et dans cette grande entreprise d'audiovisuel public, je ne la citerai pas, mais vous l'avez repéré, eh bien, il subsiste un système aujourd'hui d'accueil, on va dire, des jeunes entrants et entrantes par des chefs, par des collègues. Alors, c'est sympa d'un point de vue humain. On est hébergé dans la chambre ou dans le canapé d'un collègue. Why not? Ça peut créer des situations de ce type. Je sais qu'il y a eu des modifications à certains endroits, qu'il y a une plus grande vigilance, malgré tout. Néanmoins, comme on est à l'Assemblée nationale, je pense que c'est important de citer cette entreprise de service public, d'audiovisuel public, importante en radio. Et j'en resterai là. Si vous voulez des détails, on pourra en parler par écrit. Rapidement, 3 choses pour répondre à la question. Les milieux de la culture et de l'audiovisuel, ce sont des milieux où le corps est engagé. Et ça compte beaucoup, je trouve, que l'on parle du théâtre, comme tu le faisais, Mélodie, que l'on parle du chant, où nous, on a des témoignages de profs très connus qui se disent qu'il faut masser les pieds de leurs élèves parce que comme ça, elles se tiendront mieux quand elles feront du violoncelle ou du chant. Puis on passe très très vite des pieds à autre chose. Le corps est engagé, donc l'ego est engagé aussi. Moi qui suis journaliste en télévision et animatrice en télévision depuis 25 ans, on a des égos complètement surdimensionnés. Ça, c'est la première chose, c'est le corps. Je vais très très vite, mais il y a la victime aussi, comme Florent, quand moi j'ai été agressée par PPDA dans son bureau de TF1, qui est la seule fois de ma vie où je suis allée à TF1, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. À partir du moment où il a éteint la lumière, fermé la porte, je me souviens de la partie agression sexuelle, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Donc j'ai porté plainte pour agression sexuelle, et alors là, ça ne revient pas.
Pourtant, je pense avoir les épaules pour l'entendre, mais ça ne revient pas. Et ça, souvent, on ne donne pas crédit aux victimes. Une femme qui se fait voler son sac à main, on ne va jamais lui demander « Vous êtes sûre, madame? Comment étiez-vous habillée, madame ?» Elle a volé son sac à main, elle porte plainte, qu'y avait-il dans le sac à main, etc. Une femme qui dénonce un viol, une agression sexuelle, du harcèlement, c'est elle qu'on va mettre sur le grill, c'est elle qu'on va envoyer chez un psy. Notre droit français est fait comme ça, et c'est très dur pour les victimes. J'imagine que vous avez plein de témoignages dans ce sens-là aussi. Et donc ça, déjà, c'est très difficile. Et en plus, il y a la loi. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui me crispe beaucoup en ce moment, c'est que tous les médias ou les institutions culturelles s'appuient sur le droit pénal pour dire, nous, on attend que justice se passe, en attendant présomption d'innocence. Et on passe notre temps à MeTooMédia à dire, il y a le droit du travail, la présomption d'innocence n'existe pas dans le droit du travail. Vous êtes censé suspendre ce monsieur qui fait plein d'audience sur une chaîne avec un 6. Vous êtes censé protéger et les personnes qui travaillent avec cette personne, et les stagiaires, et les invités, et vous ne le faites pas. Et comment on peut... Et je vous pose la question, comment on peut former toutes ces entreprises? Alors, MeTooMédia donne des formations, mais autant vous dire qu'on ne va pas suffire. Comment on peut former ces entreprises à leur dire, arrêtez de vous appuyer sur le droit pénal, il y a aussi un droit du travail. Et ce droit du travail vous oblige maintenant, et pas dans 3, 4, 5 ans, peut-être s'il y a un procès où la personne ne sera pas... blanchi, alors ça pareil, c'est ce mot qu'on a un peu en horreur parce que c'est compliqué. Voilà, il faut que les entreprises, on les force, je ne sais pas comment, et c'est peut-être aux législateurs de trouver, qu'on les force à prendre leurs responsabilités déjà sur le droit du travail, qui est un droit un peu plus immédiat, on va dire. Justement, sur ce sujet-là, dans les 5 points que vous avez définis, Madame Molinaro, moi, il y a la question de la reproduction qui me semble importante, et elle fait écho justement à la question du droit du travail et à de l'encadrement et à la prévention nécessaire. Quand on a, dans la première commission d'enquête, interrogé les écoles de théâtre, on leur a demandé quel était leur travail sur cette question-là. Est-ce qu'ils avaient des règles qui nous semblaient de bon sens, d'attitude, qui ne devaient pas être tolérées, qui n'étaient pas tolérables. On a vu, elles nous ont dit qu'elles avaient mis en place un certain nombre de chartes, un certain nombre de règles. D'ailleurs, ces chartes et ces règles sont, comme vous l'avez dit, tout simplement le respect du droit pénal la plupart du temps, et parfois du droit du travail. Donc, cette question de la reproduction, elle me semble intéressante. Elle est assez, ça peut être une clé d'amélioration des choses. Madame Dancourt, vous venez de dire que le Code du travail était suffisamment appliqué dans ce monde du spectacle, de la culture. Donc la question, elle est toute simple. Est-ce que vous voyez-vous des pistes d'amélioration des règles du droit du travail, des questions de prévention et des obligations nouvelles qui pourraient être apportées à l'employeur? Je rappelle que l'employeur, quel que soit le type de structure, est responsable de la santé et de la santé physique et morale de son employé. Et donc, est-ce que là-dessus, il y a des pistes d'amélioration que vous voyez possibles dans l'expérience que vous avez, et surtout au regard, et c'est ça qui est intéressant, il me semble, des expériences de victimes qui témoignent? Parce que, bon, on a vu, sur vos podcasts, il y a des choses extrêmement intéressantes et enrichissantes, et j'encourage nos collègues députés à aller aussi les écouter en conclusion. Donc là-dessus, sur cette question un peu vaste, mais un peu importante de la reproduction, comment vous voyez les choses? Déjà, effectivement, je rejoins Emmanuel sur le fait que le Code du travail est quelque chose... qui est assez flou, je trouve, et pas très utilisé dans notre milieu. En tout cas, oui, voilà, il y a vraiment un manquement. Pas très connu. Ouais. Pas très connu. Il n'existe pas. Enfin, vraiment, il y a un... Il existe, mais il n'est pas du tout... Enfin, il est très mal appliqué, tout à fait. Pour répondre au fait qu'il n'y ait plus de reproduction, moi, j'avais des propositions sur le fait qu'aujourd'hui, il y avait déjà, pour certaines structures, si on veut obtenir une subvention, il faut un référent VHSS, donc violence, harcèlement sexiste et sexuel. Sur le principe, l'idée est super,
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de référents VHSS qui s'autoproclament référents sans avoir fait la formation et sans avoir été certifiés. Donc, en gros, ils n'ont pas forcément les codes, les clés pour pouvoir recueillir la parole de personnes qui se tourneraient peut-être vers eux et qui souhaiteraient de l'aide, en fonction de harcèlement, si c'est une situation de harcèlement, d'agression, voilà. Pour cela, aussi concernant le référent VHSS, donc il faudrait pour moi que ce soit une obligation, que ce soit une formation certifiante. Déjà, c'est la moindre des choses, puisque pour être en train d'en faire une, on rappelle bien le code du travail, enfin toutes ces choses-là, on nous les réexplique, donc c'est les fondamentaux. Le souci aussi qu'il y a aujourd'hui sur les référents VHSS, c'est que c'est souvent des personnes qui sont à un poste ayant des responsabilités et dans des petites structures, c'est-à-dire voilà, un producteur qui est aussi metteur en scène et aussi référent VHSS. Et moi, je suis comédienne et c'est aussi mon agresseur. Comment je fais? Vers qui je me tourne? Donc il y a un vrai souci à cet endroit-là quand c'est des petites structures où il n'y a pas, comme par exemple dans un grand parc d'attractions où c'est vraiment une entreprise, où il y a un RH, il y a des directeurs, où il y a des pôles, où là, le référent VHSS n'est pas forcément quelqu'un qui a des responsabilités ou qui a un poste à autorité. Ce que je propose pour les petites structures, c'est que les référents VHSS soient des personnes indépendantes. Donc, qu'il y ait des personnes formées, qui soient en freelance, en auto-entrepreneur, peu importe, mais que ce soit des personnes qui soient indépendantes à la structure pour permettre aussi aux victimes de se sentir en sécurité lorsqu'elles parleront de leur traumatisme. Lorsque nous avons échangé tout à l'heure sur cette question, en attendant le début de la réunion, on a pu aussi se questionner sur le fait que les référents VHSS n'étaient pas soumis au FIGES, au fichier des agresseurs. Ça serait peut-être une amélioration. Oui. Puisqu'on sait que souvent, on a pu voir ça dans l'université, les référents VHSS étaient parfois des agresseurs qui avaient été mis de côté un temps et qui revenaient en tant que volontaires sur ces questions, oui, sur ce poste. Je vous propose une dernière question et après on passe à vous, les députés. Juste remarque autant que question sur la question sur votre proposition d'avoir des personnes indépendantes. Aujourd'hui, la structuration et l'architecture du droit du travail, c'est l'employeur qui est responsable. Et c'est à ce titre qu'il doit mettre tout en œuvre pour la santé morale, physique de ses employés. Donc, aujourd'hui, dans cette architecture-là, la personne indépendante n'est plus référent direct de l'employeur. Donc, l'employeur se retrouve dans quelque chose qui peut aussi poser problème. Donc, nous, c'est notre rôle en tant que commission d'enquête. Il faut qu'on approfondisse cette question de la chaîne de responsabilité, quitte à peut-être à devoir transformer le droit du travail. C'est une piste peut-être qu'on aura à prendre, effectivement. Madame Lacombe, et après, je vous propose qu'on passe aux questions des autres membres de la commission. Allez-y. Je ne me suis pas complètement présentée. J'en profite pour vous dire que j'ai une carrière de cascadeuse, professeure dans les écoles supérieures des arts du cirque, formatrice pour les diplômes d'État, diplômée d'État, professeure de danse et danseuse. Ça, c'est ma carrière à côté. Ce que j'ai pu remarquer justement, c'est que pour la question des référents VHSS dans les écoles, la question du salaire et en tout cas des heures supplémentaires et du travail supplémentaire était très floue. Et qu'il y a des personnes à qui on confiait la mission sans qu'ils sachent combien d'heures ils devaient y allouer, dans quel cadre de travail et avec quel salaire. C'est-à-dire qu'il y a a priori des financements, mais que le suivi de ces financements et jusqu'au fait que la personne soit rémunérée et son temps de travail et qui sont ses référents. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai trois petites questions. D'abord, vous avez utilisé un terme, Madame Dancourt, j'aurais juste voulu une petite précision, parce que je pense que ça éclairera tout le monde. Vous avez parlé de MeToo, de l'aller-retour. Je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire et ce que vous décrivez, parce que j'ai l'impression que vous décriviez quelque chose. Donc, oui, Monsieur Salmon, député groupe Rassemblement National, député de la Haute-Saône. Ça, c'est ma première question. Je pose mes trois questions. Ma deuxième question, alors sans qu'il y ait de jugement, mais je me posais la question de savoir si la multiplication du nombre d'associations, vous avez parlé de MeToo Média, MeToo Théâtre, est-ce que ça complexifie
complexifiait pas les choses pour les victimes. Donc c'est une question juste pour avoir votre avis sur ce point. Et ensuite, une opinion que j'ai eue en vous entendant et que je voulais vous soumettre, parce que vous avez parlé de la difficulté du statut de l'intermittent et de la contrainte que ça gérait probablement vis-à-vis de votre situation. Parce que, alors moi, je viens du monde de l'entreprise privée, donc je ne connais pas du tout le monde et j'ai jamais été confronté en tant que professionnel au monde de l'intermittent. Mais bon, je sais qu'aussi dans le monde des entreprises privées, il peut y avoir des cas de harcèlement, d'agression. Et je me disais, est-ce que, parce que vous avez aussi, je crois, c'est vous, madame, parlé de la profession des corps, et moi, je vois plus la problématique que l'on traite aujourd'hui sur ce sujet-là, plus que sur le sujet de l'intermittent. Je me trompe peut-être, et je voudrais avoir votre avis sur ce point-là. Merci. Juste pour votre information, il y a un MeToo Industrie qui existe et qui était là quand on a fait, en mai dernier, on a fait 100 visages à la ligne du monde, 100 visages du MeToo, et MeToo Industrie était représenté aussi. Alors pourquoi en France on a un MeToo de l'aller-retour ? Dans les autres pays, qui ne sont donc pas la France et qui n'ont pas cette culture à la française, souvent ils font leur MeToo en une fois. L'exemple qu'on a sous les yeux, nous, en France, c'est l'Espagne. L'Espagne, il y a eu un énième féminicide, il y a eu des manifestations monstrueuses dans la rue, et l'Espagne a renversé son droit, a créé des tribunaux spécifiques pour les violences sexistes et sexuelles, ce qu'ont fait plein d'autres pays. Par exemple, si je prends l'exemple de la Suède a complètement renversé son droit aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le droit français, la preuve est à la charge de la victime. C'est la victime qui doit prouver qu'elle n'était pas consentante pour ce viol, cette agression sexuelle, qui doit en apporter les preuves. Et on a un droit aujourd'hui, on le sait, dans les enquêtes préliminaires, on a 94% des affaires qui sont classées sans suite, pour tout un tas d'affaires de viol, qui sont classées sans suite pour tout un tas de raisons. Souvent, c'est par manque de preuves. Souvent, on est sur du parole contre parole. Et puis nous, les victimes, en plus, les preuves, on a tendance à les faire disparaître parce que ça poisse sur nous. La jupe avec du sperme, on la brûle. Le téléphone portable avec les SMS, on le jette. Enfin, voilà, parce qu'on ne se dit pas un jour qu'on va porter plainte contre Patrick Poivre d'Arvor, surtout en 2008. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Et en Suède, ils ont renversé leurs droits. Donc maintenant, c'est à la charge du mis en cause de prouver que la victime était consentante. Et aujourd'hui, avant, ils ne condamnaient pas 94% des cas. Aujourd'hui, ils en condamnent 86%. Quand on sait, selon une étude américaine qui commence à dater un peu, qu'il y a 2% de victimes qui mentent, et c'est beaucoup trop, mais au final, c'est peu. On se dit que le droit, il aurait tout intérêt à être retourné. Et c'est pour ça qu'on demande, MeToo Média, la Fondation des femmes et toutes les associations féministes se sont groupées pour demander une loi intégrale dont on pourra peut-être reparler avec 100 propositions qu'on vous fait. Et on espère que cette commission va arriver à changer les choses. On pense, on a mis 142 propositions. Ah oui, ça a augmenté. 142, il y a de la lecture. Et alors, nous, en France, on fait un pas, on recule de 10. Par exemple, Charlotte Arnoux, dans l'affaire de Pardieu, porte plainte contre 2 viols en août 2018. Adèle Haenel se lève, il ne se passe rien. Judith Godrèche prend la parole. Ah, ça y est, ça frétille un petit peu, mais devant une salle absolument glacée. On cherche encore, nous, la grande question, on a 20% d'hommes à MeToo Média, c'est qui est beaucoup pour une association féministe, mais on dit où sont les hommes dans le mouvement MeToo ? Et comme je le disais, sans les hommes, sans les non-victimes, on n'y arrivera pas. Et en France, on n'arrive pas à faire ce MeToo d'un coup. Donc là, on est en plein backlash depuis 2 ans. C'est quand même très, très compliqué pour nous de devoir expliquer sans cesse ce que c'est qu'une victime. Et l'affaire des viols de Mazan, c'est dur à dire, mais malheureusement nous aide à se rendre compte que, ben oui, 91% des violeurs, ce sont votre père, votre oncle, votre professeur, la fameuse trilogie infernale de tout à l'heure, ce sont votre voisin, votre grand frère, et non pas un monstre, parce que le monstre n'existe pas. Et tant qu'en France, on n'aura pas pénétré les consciences... moi, je trouve que le grand public avance quand même. Mais au niveau du politique, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions en disant, mais où est-ce que vous êtes, quoi ? Aidez-nous. Aidez-nous. Et où sont les budgets ? Où sont les budgets pour les tribunaux ? Où sont les budgets pour la police ? Où sont les budgets pour les associations féministes ? Et tant qu'on ne prendra pas ça, c'est un choix politique, monsieur. C'est un choix politique. Tant qu'on n'ira pas, on n'y arrivera pas. Et pour le reste, je vais peut-être laisser répondre mes camarades. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres députés qui veulent... Ah pardon, vous vouliez répondre ?
Je voulais juste répondre par rapport justement à la précarité dont vous avez parlé. Pour moi, elle est aussi importante que le rapport au corps. Parce que on est dans un milieu où la concurrence est très forte, vous allez me dire comme dans beaucoup de milieux, c'est vrai, mais où il y a encore une fois, comme on disait, tout un petit cocon de privilégiés qui décident de qui travaille ou qui ne travaille pas, et si on décide de rentrer en conflit avec eux, on prend le risque de ne plus jamais travailler. Mais comme ça peut se passer dans une entreprise, on est stagiaire et on s'en prend à son directeur parce qu'il nous a mis la main aux fesses, par exemple, on y va aussi à reculons en se disant « ça se trouve, je ne travaillerai plus ». Sauf que, comme on l'a dit aussi, le code du travail dans le milieu du spectacle est quelque chose qui est malheureusement peu respecté. Et la proximité, tout ce qu'on a cité avant, les spécificités, la proximité du corps, la confusion, l'emprise psychologique dans lesquelles on peut se retrouver, fait qu'on est peut-être plus vulnérable et les personnes sont plus à même d'être victimes de violences. Mais pour moi, c'est tout aussi important, que ce soit à l'intermittence ou pas. On est sur quand même principalement des CDD, des contrats courts, sur lesquels on nous répète sans arrêt qu'on peut être changé, que quelqu'un peut prendre notre place si jamais on ne dit pas oui à tout. Quelqu'un le fera à notre place. Et ça, on le bâche à longueur de journée. Donc, la précarité a une place très importante dans ce milieu. Madame Lacombe et après Madame Legrain. Je reprendrai peut-être le sujet du corps en disant que sur la question des violences sexuelles, ce que nous on sait, c'est qu'il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de violence et que le sexe est bien un outil puissant pour exercer des violences sur une personne. Ça effracte l'intime et si on parle du corps, en fait, on ne sexualise pas le corps, ça n'est pas une compétence de sexualiser une situation et un corps, quel que soit l'outil artistique d'expression, ça n'est pas le sujet. Pour la question de la pluralité des associations, vous avez parlé d'une multiplicité. C'est vrai que nous, sur le terrain, ce qu'on peut voir avec les victimes, c'est que parfois, elles ont besoin de parler à des personnes qui connaissent l'environnement dans lequel elles travaillent. C'est un premier pas. On parle d'escalier et on parle de marche et on va arriver vers des associations génériques comme nous, bien qu'on ait différentes casquettes, qui nous aident aussi à être au plus près du terrain et comprendre ce qu'on peut voir. Je redirais la stratégie de l'agresseur, c'est puisqu'il va utiliser des vulnérabilités, qu'est-ce que le secteur d'activité propose, je vais le dire comme ça, mais comme lieu de vulnérabilité. On parle d'un grand comédien agresseur qui va agresser la jeune femme qui va l'accompagner de sa caravane jusqu'au lieu de tournage, si c'est un tournage de nuit, et qu'il y a un espace où elle sera isolée. On parle d'isoler la victime. Ça peut se retrouver dans un sous-marin si c'est une personne qui est dans le corps de l'armée. Donc on va trouver des endroits comme ça où il y a l'utilité de terrain, où les personnes se sentent proches, vont avoir une facilité à pouvoir parler parce qu'il y a du corporatisme, mais dans le bon sens du terme, et non pas on ne va pas toucher à la famille, il ne faut rien dire. C'est l'inverse. J'ai envie de m'exprimer parce qu'ils savent. Et puis après, les associations génériques, eh ben, qu'est-ce qu'elles ont comme socle? On parle de droit du travail, on parle de la loi, du code pénal. Si on parle de viol, on parle de crime, on parle de délit aussi. Donc ça, c'est vraiment un point commun pour nous toutes et tous. Monsieur Pommier, après Madame Legrain et Monsieur Pérez. Juste pour prolonger, les associations, certes, elles sont nombreuses, elles sont spécialisées, et cette hyper-spécialisation ne signifie pas pour autant qu'on est inefficace, au contraire, et on est en ce moment même en train de se parler beaucoup plus. Il y a une coalition qui s'est mise en place, qui se parle constamment sur les messageries. Une cinquantaine, grosses assos ou plus petites, sont dans une coalition chapeautée par la Fondation des femmes. Cette cinquantaine d'assos a un document à votre disposition. Il est bientôt, on est en train de le travailler finement, mais il est bientôt à disposition, avec 142 mesures extrêmement précises, documentées, juridiquement établies, avec des références que vous législateurs, dans lesquels vous êtes plus à l'aise que nous. Ces 142 mesures, on les porte pour une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes en France. Cette loi qui doit marquer, selon nous, un avant et un après. Comme en Espagne, il y a eu la loi de 2012. En France, il nous faut une loi intégrale en 2025, disons. Allez, on peut y aller. Merci Madame Legrain.
Oui, bonjour Madame Legrain, donc Sarah Legrain du groupe La France Insoumise. Merci beaucoup pour votre présence très précieuse dans cette commission d'enquête dont je me profite pour me réjouir, parce que là c'est les premières auditions qu'elle a été relancée. Je pense qu'elle est absolument décisive. Merci pour tous les travaux que vous avez déjà faits, notamment les questions de stratégie de l'agresseur. Moi j'ai été formée par le CFCV, je sais à quel point c'est précieux pour dans n'importe quel domaine se poser la question de comment en fait elles sont permises par les facteurs de vulnérabilité. Merci aussi pour tout le travail, y compris propositionnel, sur les mesures de la loi intégrale. On peut avoir une difficulté en France qui est que les choses sont parfois un peu saucissonnées, si je puis le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on a la partie budgétaire qui n'est pas forcément, qui peut pas forcément être contenue dans une loi intégrale. Donc il me semble, dans les mesures que j'ai pu voir, des choses qui sont vraiment de l'ordre budgétaire, il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre par exemple du côté de la justice, de circulaires qui peuvent passer, de plans de formation, et puis après il y a des choses qui sont de l'ordre de la loi, et là je sais qu'il y a des débats, et je fais partie, je prends ma part dans ce débat-là sur les évolutions ou pas de la loi et sous quelle forme, mais en tout cas pour dire que l'ensemble je pense qu'il faut s'engager à apporter les sujets sur tous les aspects, et en ce moment on a l'examen du budget, donc c'est aussi une première pierre de vérité. Du coup moi j'avais un peu, je vous remercie d'avoir fait la référence notamment au code du travail, et donc au fait qu'il y a une diversité de réponses sur la question de l'impunité. Et c'est là-dessus que je voulais vous poser la question. On entend beaucoup, c'était un slogan féministe de longue date, que la peur doit changer de camp, que la honte doit changer de camp, et donc ça pose la question du prix à payer. Et en fait, tout ce que vous décrivez semble pointer vers le fait que tant que c'est les victimes qui payent le prix, c'est-à-dire que tant que, en fait, c'est pas la honte pour un employeur d'avoir maintenu en place quelqu'un qui contrevenait au droit du travail, tant qu'il n'y a pas peut-être un prix à payer aussi du point de vue de la punition, et avec une palette, parce que je ne suis pas en train de dire que tout est forcément une réponse pénale. Est-ce que vous considérez que dans déjà l'existant, il y a ce qu'il faut, c'est-à-dire par exemple le droit du travail, ça suppose des inspecteurs du travail. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des inspecteurs du travail? Est-ce que vous avez considéré que l'inspection du travail pouvait être utile dans vos secteurs pour rappeler le droit du travail? Est-ce que vous préconisez le fait qu'il y ait d'autres types de sanctions plus lourdes qui permettent à un employeur de réaliser que quand il n'applique pas le principe de précaution, en réalité, il se met en dehors de ses obligations d'employeur, et donc potentiellement après, il ne peut pas continuer son activité d'employeur, il se retrouve blacklisté plutôt que ce soit les victimes. Est-ce que vous avez une palette qui nous permettrait d'éviter d'être justement dans ce refrain du pénal qui fait que souvent, on a du mal en fait à apporter des réponses parce qu'on dit du coup au bout du bout la justice tranchera, et puis sur toute la palette intermédiaire on n'a pas trop d'options. Merci, je vous propose qu'on prenne plusieurs questions, comme ça vous répondrez. Oui, moi aussi. Alors on avait Monsieur Pérez, Monsieur Fay et Madame Melchior, et après toi et moi. Merci Madame la Présidente. Là, c'est vrai que nous parlons là, du passé et du présent au travers des différents vécus pour vous-même ou les témoignages que vous avez recueillis. Moi, je souhaiterais parler aussi un peu de l'avenir, parce que pour en avoir discuté avec un certain nombre notamment d'enseignants, collège, lycée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a malheureusement à déplorer un accès à la pornographie qui est massif, vraiment massif, qui commence très tôt chez les jeunes ados, dès 10-11 ans, et qu'on sait très bien que cette pornographie finit par infuser des rapports entre les hommes, les femmes, etc. Des rapports évidemment qui ne sont pas ceux de la vraie vie et qui ne sont surtout pas souhaitables dans la vraie vie pour tout le monde. Donc par rapport à cette déferlante de la pornographie, aujourd'hui, moi, des professeurs m'ont raconté qu'il y avait du harcèlement dans les collèges et les lycées. C'est-à-dire que des garçons harcelaient des filles en disant « mais si, tu peux faire ça, mais si, il faut que tu le fasses, mais si, c'est normal, mais si, c'est vachement bien, enfin, etc. » Ils ont 14-15 ans. Tous ces ados, demain, ils seront à votre place, la nôtre, enfin, ils seront sur le marché au sens large, ils seront dans les circuits économiques, culturels, etc. Est-ce que vous n'y voyez pas là un risque d'augmentation de ce fléau? Et si oui, ne faut-il pas, gouverner étant prévoir, ne faut-il pas d'ores et déjà se dire que dans les années qui viennent, on risque d'avoir affaire à des jeunes adultes, des adultes qui auront été un peu déformés ou même complètement déformés par tout ce qu'ils auront
malheureusement vues. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà réfléchir à la manière dont on va pouvoir se prémunir de ça? Parce que je pense que c'est une vague dont il ne faut pas négliger la force. Parce que il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, bon, la pornographie existait, bien évidemment, hein, elle ne date pas de la semaine dernière, ça a toujours existé, mais son accès était quand même beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, l'accès est d'une simplicité telle et affolante que ça risque de générer effectivement des comportements peut-être encore plus complexes que ceux d'aujourd'hui. Merci. Je vous propose de faire des questions courtes pour vraiment laisser le temps à la réponse, puisque ce sont les réponses qui sont importantes. Tu voulais faire une remarque? Oui, juste une remarque sur la question de la pornographie. Il me semble que tous les auteurs présumés dont nous parlons, c'était avant le développement de la pornographie. Donc voilà, c'est juste le sujet. Je pense qu'il faut qu'on se concentre. Ouais, mais je ne crois pas qu'on soit complètement dans notre sujet. C'était juste une petite remarque là-dessus, même si on a un vrai problème d'accès à la pornographie par nos jeunes. Mais merci. Monsieur Fay. Monsieur Fay. Oui, merci. Vous vous présentez. Philippe Fay, du groupe Ensemble pour la République. Moi, je reviens sur vos déclarations tout à l'heure. Notamment, j'ai noté recruter des alliés. J'essaie de voir un peu la mécanique. Enfin, voilà, je ne vais pas faire de la psychologie de supermarché ici, hein, mais c'est plus pour vous poser des questions, comment vous le ressentez. Est-ce que, et de comprendre cette mécanique, est-ce que c'est un acte volontaire ou alors vraiment c'est instinctif, irréfléchi de la part des prédateurs? Et pour aller plus loin, je faisais aussi un parallèle aussi avec la formation peut-être. Je pense notamment au monde de la cuisine, au monde de la restauration, où fut un temps, voilà, les chefs étaient tout puissants certainement, et puis pouvaient se permettre de brimer, de violenter. Enfin voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même sac bien sûr, mais on sait que je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts et beaucoup d'avancées dans un sujet, parce qu'il y a la formation derrière. Et je voulais savoir où on était, même dans vos différentes activités diverses et variées, hein, au niveau de la formation, si c'est aussi ce qu'on passait il y a quelque temps dans les écoles hôtelières en disant que c'est normal, voilà, le chef est tout puissant. Est-ce que dans vos formations, il y a encore peut-être tout ce sentiment qui accorde du crédit aussi aux tout puissants? Merci. Merci Madame Melchior, et après vous répondez à tout, ça marche? Merci Madame la Présidente. Graziella Melchior, je suis députée du Finistère, Ensemble pour la République. Et je faisais partie aussi, j'étais membre de la précédente commission d'enquête, et merci beaucoup de l'avoir reconduite et de m'y être admise. Voilà. M'avoir admise, pardon. Oui, moi j'avais quelques questions. Je voulais savoir justement, puisqu'il y a eu déjà une première commission d'enquête qui a été interrompue, est-ce que ça a changé quelque chose? En fait, est-ce que vous avez senti un changement entre la première et la deuxième? Est-ce qu'il y a eu des attentes qui ont été formulées? Est-ce qu'il y a eu des demandes, plus de demandes? Savoir aussi si vous avez eu si vous avez toujours plus de victimes à se manifester, et si vous je mets beaucoup de guillemets, mais si vous en espérez davantage, dans le sens où des victimes se signalent davantage, parce qu'on sait que c'est un frein souvent. Vous avez parlé justement parfois la crainte de perdre son emploi ou autre chose, ils n'osent pas, ou des témoins qui ne parlent pas non plus. Donc, et comment est-ce que vos associations peuvent aider justement à ce que la parole se libère davantage, ou comment elles peuvent encore mieux accompagner? Et je voulais savoir, parce que bon, je m'attends un peu à la réponse, il nous faudrait plus de moyens. Et bon, ça on le trouve dans beaucoup de secteurs, mais les moyens pour faire quoi? Qu'est-ce que vous envisageriez? Et enfin, on sait qu'il y a des auteurs présumés, et pour eux, contre eux, avec eux, pour les accompagner, que faites-vous? Merci beaucoup. Je vous propose de répondre. Qui veut commencer? Allez, Madame Molina. Ok, alors je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Concernant le travail éducatif qui, pour moi, il y a à faire dans les écoles. Je pense que les jeunes artistes, on doit leur apprendre à reconnaître les violences et à faire valoir leurs droits en même temps. Il est essentiel de former les professeurs à la pédagogie et à changer de posture, c'est-à-dire les professeurs du vieux de la vieille qui disent « je vais t'apprendre ça comme ça parce que moi on m'a forcé à faire ça comme ça », c'est stop, on arrête, on impose un cadre pédagogique.
Par rapport à la pornographie, moi je pense qu'il faudrait une formation sur le consentement et la gestion de l'intimité, que ce soit pour les élèves et les professeurs, qu'il y a un vrai cadre avec le rapport au corps et que ce soit inclus pour les professeurs et les élèves, qu'il y ait un vrai, une vraie communication, que tout le monde ait les mêmes bases afin qu'il n'y ait en tout cas moins de débordements. Mise en place d'un référent VHSS, on le disait aussi, et j'en profite aussi pour parler des coordinateurs d'intimité. Les coordinateurs d'intimité sont des personnes, il y en a très peu en France, qui sont souvent appelés sur les plateaux pour orchestrer des scènes de sexe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un coordinateur d'intimité doit être présent dès qu'il y a une scène où il y a un contact physique entre les deux personnes, où il y a la possibilité au comédien, à la comédienne, et avoir aussi sous le regard du metteur en scène de dire ça, je suis d'accord, de parler de la notion de consentement et il y ait quelqu'un qui soit référent pour ça. Aussi, je pense que c'est de la responsabilité des enseignants dans la signature d'une charte pédagogique qui reprendrait partie du Code du travail, mais qui permettrait aussi de créer un cadre sécurisant et respectueux, et aussi de mettre en place un réseau de partenaires vers lesquels les élèves, les professeurs peuvent se tourner si jamais il y a une situation désagréable, de violence, d'harcèlement. Voilà, par rapport à tout ça. Pour répondre à la question de... j'essaie de faire un peu dans l'ordre sur le fait que qu'est-ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui en place, qu'est-ce qu'on pourrait proposer justement pour que, que les victimes se sentent peut-être plus en sécurité et que la vulnérabilité, que la honte change de camp, comme on dit. Moi, je pense qu'une solution résiderait dans la création d'une base de données confidentielle pour identifier les comportements récurrents ayant fait objet d'une plainte ou d'une enquête dans une structure comme le fait dans le code, comme on peut le faire avec le Code du travail, sans pour autant publier les noms. C'est-à-dire que je ne crois pas forcément à la nécessité de ce qu'on appelle le tribunal médiatique, de balancer les noms sur les réseaux, sur les médias, parce que généralement aujourd'hui, un agresseur comme un Gérard Depardieu, on va l'excuser, en même temps, il va y avoir les deux camps. Par contre, une victime qui était comédienne, on va la catégoriser de victime jusqu'à la fin de sa carrière, et généralement, elles ne font plus grand-chose ensuite parce qu'elles sont que victimes. Donc pour moi, le fait de donner les noms publiquement n'aide en rien à la cause, et qu'il faut avoir justement une base de données confidentielle qui soit justement accessible pour les référents, les entreprises, qu'il y ait quelque chose qui permette de mettre en place un système sécurisant afin que l'agresseur ou l'agresseuse présumée ne fasse plus de victimes en attendant que l'enquête ou l'instruction donne ses conclusions ou son verdict. Voilà. Merci. Madame Dancourt. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Comment on fait pour répondre à votre question? On n'y arrivera pas tant qu'on ne touchera pas à l'argent. Voilà. Ils rapportent, ces gens-là rapportent des millions. On a bâti des dizaines et des dizaines de films sur certains acteurs. On a, et moi je vais donner les noms, M6 qui impose des millions sur les agences immobilières de Plaza et sur les émissions de Plaza. Tant que vous ne toucherez pas au porte-monnaie, on n'y arrivera pas. Ça sert, pour moi, tout ce qu'on va faire à côté d'ailleurs va être vertueux et nécessaire. Touchez-les au porte-monnaie. Et là, on va commencer à pouvoir discuter. Première chose. La pornographie. Deuxième chose, rapidement. 80% de ce qu'on voit dans un film porno est condamnable au pénal. Il faut le savoir. Et ceux qui regardent ça ne le savent pas. Le HCE, l'année dernière, le Haut Conseil à l'égalité, a fait une enquête sur les 18-35 ans. Elle était effarante, cette enquête. D'abord, elle prouvait que les hommes, on leur montrait une scène de viol issue d'un film. On leur disait, mais qu'est-ce que vous voyez là? Ils font l'amour. Ah ben non, ça c'est une scène de viol. Mais non, pas du tout. La fille, elle dit non, mais en fait, elle veut dire oui, on le sait bien. Et les filles, elles croient, toutes celles qui ont été éduquées avec le porno, croient que ce qu'elles voient, c'est la vie normale. Que évidemment, il faut leur attraper la tête, que évidemment, on a le droit de les violenter, de ne pas respecter leur consentement. Donc, sur le porno, on a effectivement un vrai souci. Et on en arrive à l'histoire de la formation dont vous parliez. La formation, elle commence déjà tout petit.
On a beaucoup parlé de ces formations à l'éducation sentimentale, affective et sexuelle qui ne sont pas données dans toutes les écoles, mais apprendre à un enfant de maternelle que son corps est son corps, que papy n'a pas le droit de toucher, ou que papa ou que le professeur n'a pas le droit de toucher, ça commence par là. Ça commence par là. Est-ce que nous, dans nos cultures occidentales, on a du mal avec ces notions de corps, décidément. Et oui, on en est où de la formation? On n'en est pas assez loin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et quand je vois les formations qu'on donne avec MeToo Média dans les écoles de journalisme, dans les rédactions, dans les boîtes de prod, où on leur apprend à rédiger des articles, mais on reprend à la base, hein, non, c'est pas un attouchement, ça s'appelle une agression sexuelle, etc. Il faut apprendre à nommer les choses et reprendre à la base, tout simplement. Peut-être qu'on peut faire aussi, mais ça je ne sais pas si c'est entre vos mains ou pas, si on pouvait ne pas continuer d'accorder la Légion d'honneur. Le grand chancelier, le général Lecointre, il me connaît bien. On pouvait déjà faire attention à qui on la donne, parce que pour la retirer, c'est très compliqué. Faire attention à qui on donne la Légion d'honneur. Et quand nous, on vient prévenir et qu'on nous dit « Non mais attendez, nous, la Légion d'honneur, notre code tel qu'il est fait, attend le pénal. » Bah, peut-être qu'il ne faut plus attendre le pénal. Je crois que PPDA et Depardieu, ils ont bien montré que la Légion d'honneur, ils n'en étaient pas récipiendaires à vie. Et il faut absolument qu'on trouve quelque chose avec cette Légion d'honneur pour qu'on puisse l'ôter et qu'il n'y ait pas de poids, de mesure par rapport à ça. Harvey Weinstein, on lui a ôté, ça a été plus simple. Le PPDA et Depardieu, on rame parce qu'on attend une condamnation. Voilà. Et puis, pour les victimes, je vais laisser Florent en parler rapidement pour répondre à madame. Dans notre association, à peu près 200-250 adhérents, la moitié sont victimes et la moitié ne sont pas victimes. Aujourd'hui, on a une commission victime qui s'est mise en place et se professionnalise avec une formation en interne des écoutants et écoutantes. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire avec nos moyens militants, bénévoles et notre bonne volonté, avec aussi un peu d'argent. On en a, mais on n'en a pas assez, puisque, par exemple, les septembre-octobre, on avait épuisé notre budget pour l'aide aux victimes, c'est-à-dire qu'on donne des aides à des victimes sous forme d'honoraires d'avocat. C'est l'avocat directement, on ne donne pas à la victime directement. Et bien évidemment, nous, en ayant vérifié qu'il y a bien eu un service de l'avocat envers la victime, on borde ça, mais on n'a pas assez d'argent jusqu'à la fin de l'année. Ça y est, on a fini pour les victimes. Alors, on va quand même remercier, parce que je vois que Mme Berger est là, le ministère de l'égalité femmes-hommes, alors qui a changé de ministre tous les 6 mois, ce qui ne nous a pas beaucoup aidé, hein, mais nous a quand même beaucoup aidé. Il y a eu Mme Rome, il y a eu Mme Berger qui nous ont accordé des subventions qui nous permettent d'aider les victimes, mais on est déjà complètement à sec. Pour vous répondre, heureusement qu'on est plein d'associations, parce que ça arrive en masse, en fait. Ça arrive en masse, quoi. C'est fou, hein. Ok. Les victimes, le nombre de victimes ne diminue pas. Hein. Le nombre de victimes ne diminue pas, il augmente. Okay. Là, c'est très très clair. Il y a un robinet qui est ouvert de plus en plus fort, en vrai. Et toutes les assos sont confrontées à ça. C'est bien pour ça qu'on est en train de se structurer pour que cette commission victime soit encore plus, puisse écouter encore plus de monde. Mais on n'y arrivera pas tout seul. Merci. On a compris que l'argent était le nerf de la guerre et côté chaîne, agresseur, enfin voilà, et aussi côté victime et aide aux victimes. Madame Bello, Madame Lacombe, mais après nous on a des questions, on réenchaîne sur un. Pour parler du droit du travail et de l'inspection du travail, on a parlé tout à l'heure du maillage des associations. Il y a des partenaires solides aussi, comme la VFT et la Collectif des droits, qui sont 2 associations de longue date, qui sont aussi formatrices. Donc ça répond un petit peu aussi à la question de qu'est-ce qu'on fait sur le sujet des formations en interne qui peuvent intervenir auprès des professionnels. Ça rebondit à l'endroit de notre association, c'est-à-dire que le sujet reste générique. Il n'y a aucun secteur d'activité qui peut se prévaloir d'être au-dessus des lois et de pouvoir exercer des pressions et des violences sur une personne sous prétexte de création, par exemple. Pour la question de la pornographie, effectivement, ce n'est pas complètement le sujet aujourd'hui, mais je rebondis sur le mot fléau. Nous, c'est un mot qu'on met un petit peu de côté parce qu'on dirait que c'est un problème comme une invasion de sauterelles ou quelque chose où on perd les protagonistes. Et dans les protagonistes, je rebondis sur la réponse et à la question que vous avez posée sur la stratégie de l'agresseur et l'impunité, comment il fait pour recruter des alliés. Si on ne perd pas le protagoniste,
on garde aussi qu'est-ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait, si on parle d'actes volontaires, nous, on vous dit que l'expertise du CFCV, elle vient de la parole des victimes, mais elle vient aussi de la parole des victimes dans les procès. Et dans les procès, il y a l'agresseur. Et qui est censé répondre de ces actes au moment du procès? C'est bien ou le mis en cause ou les mises en cause. Ce qu'on voit dans les récits des victimes, c'est que parfois c'est parcellaire parce qu'elles ont des problèmes de mémoire, certainement pas de justesse dans les souvenirs qu'elles peuvent citer. C'est comme un puzzle, il peut manquer des pièces, mais les pièces qui sont là, elles sont claires, elles sont présentes. Et elle reconnaît dans son récit qu'il peut manquer des moments où un moment de l'événement, de comment ça s'est passé, peut lui avoir échappé du fait de sa sidération. L'agresseur, lui, ce qu'on voit pendant les procès, c'est que son discours évolue en fonction de ce que ça va lui coûter pénalement. Et là, on voit que du coup, le discours est organisé. Par exemple, elle était bourrée, que ce soit dans le cinéma sur une fête de fin de tournage, par exemple, si on reste dans le secteur d'activité, elle était bourrée, du coup, c'est elle qui m'a chauffé. Je reprends des vrais termes d'un vrai procès, d'un vrai agresseur reconnu coupable. Elle m'a chauffé. Là, on lui explique que c'est une circonstance aggravante. Eh bien, en fait, finalement, elle n'était pas bourrée. Ça évolue. Mais par contre, lui, il était bourré. Et donc, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est le même, dans le même procès. Et là, on lui réexplique que c'est une circonstance aggravante. À nouveau, il dit non, finalement, on a bu après. Et là, on peut voir que son discours est très construit. D'ailleurs, c'est ce qui pose problème parfois dans les recueils de plaintes. C'est que le plus confortable dans le récit à accueillir, c'est bien l'agresseur parce que lui, il a réfléchi à sa situation et à l'action qu'il a menée. Voilà, j'espère que ça répond un peu mieux. Pour la parole qui se libère, là aussi, nous, on rebondit sur... En fait, c'est les oreilles qui se débouchent parce que, on le sait, ça fait longtemps que les personnes parlent. Et Emmanuel Béard a bien pris soin de nommer son acte visuel, je le nommerai comme ça, un silence si bruyant. Alors nous, on a un film qui existe depuis 1983 et c'est ça qui est important, ne réinventons pas, mais écoutons. Ça s'appelle La conspiration des oreilles bouchées. Le problème, c'est pas de dire, enfin le problème, c'est pas de faire, c'est de dire. C'est pas l'agresseur, le problème, c'est la personne qui dit. Et la personne qui impacte les projets, par exemple dans le cinéma, puisque je vous ai dit que j'étais cascadeuse, eh bien en fait, je fais partie d'une équipe, de toute une équipe, et qui travaille sur un projet de manière ardue, corps et âme parfois. Eh bien en fait, finalement, on pense que c'est la personne qui parle qui impacte le projet, et pas la personne qui fait. Alors que si on cherche bien, comme dans les enquêtes de police pour les agresseurs, le projet est déjà impacté par le comportement des agresseurs à d'autres endroits que les violences sexuelles. C'est un continuum de violence, on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, il y a d'autres dégâts. Merci beaucoup, Erwan. Ouais, merci, madame. Merci, madame la présidente. J'ai des questions sur, en réalité, comment on mène le combat à partir de maintenant, sachant que, vous l'avez dit, ce n'est pas un combat nouveau. Et moi, ce qui me surprend, je le redis et à chaque fois, je le répète, on a eu Maria Schneider, on en a eu d'autres, et à chaque fois, comme vous le dites, il y a un aller-retour, un backlash, et puis les choses n'avancent pas. Moi, j'ai une première question sur quelque chose que vous avez dit et qui me semble être peut-être une possibilité. La question de connaître ses droits. On voit bien, il y a la question que les victimes, enfin les employeurs, évidemment, doivent connaître leurs droits, mais ça, c'est la moindre des choses, c'est le droit du travail. Maintenant, comment, dans ce milieu, et d'ailleurs dans tous les milieux, on connaît son droit? Est-ce que vous pensez, par exemple, que faire connaître ses droits dès le plus jeune âge aux petits-enfants, en leur disant que son corps, c'est son intimité, ça doit être renforcé? Ensuite, quand vous êtes comédienne, est-ce qu'il pourrait y avoir une obligation dans chaque formation du droit pénal, du droit du travail? Et puis, évidemment, dernière question qui est en lien avec cette question du droit, la question du consentement. Vous avez parlé des coordinateurs d'intimité qui pourraient être généralisés. On a vu qu'il serait possible qu'ils soient généralisés dès qu'il y a une scène dite d'intimité. Ce n'est pas nécessairement une scène de sexe, mais une scène d'intimité. Est-ce qu'on ne pourrait pas obliger et avoir une obligation, un changement dans la loi pour qu'il y ait une obligation contractuelle? Aux États-Unis, les femmes, les hommes comédiens, comédiennes signent un contrat, c'est séquencé, chaque séquence est notée, et quand il y a un changement de séquence, ça
passe par une nouvelle signature de contrat. Alors en France, évidemment, la nouvelle vague, les scénarios, déjà, il n'y en a pas, donc imaginez un contrat, voilà. Mais c'est un vrai sujet. Et dernier point, comme ça j'aurais fait ces 3 questions, et c'est la question, vous en avez parlé, Madame Dancourt, de toucher au portefeuille. Donc toucher au portefeuille des producteurs, des financeurs, de qui et comment. C'est une vraie question. Est-ce que là-dessus, vous avez des propositions fortes sur ce sujet-là? Pardon, j'enchaîne sur une question, comme ça voilà, vous pourrez répondre à tout. Alors, moi, je vais revenir sur le référent violence sexuelle. Vous disiez qu'il fallait il faudrait qu'il puisse être extérieur quelquefois. Alors, je vais parler de l'expérience que j'ai de l'université. Puisque j'ai été vice-présidente de l'université de Lille, qui est une très grosse université à 90 000 étudiants, où évidemment la question s'est posée. Et en fait, le caractère extérieur ne simplifie pas forcément les choses. Alors, je voudrais un peu vous entendre là-dessus, parce que aller vers une personne qu'on ne connaît pas ou qui ne connaît pas le monde ou les personnes présentes, etc., ça ne simplifie pas forcément la parole et ça ne simplifie pas forcément non plus la gestion de la situation. Donc je voudrais savoir si vous aviez déjà vécu des situations avec un référent extérieur et pourquoi vous disiez ça. Et l'autre question que j'avais à vous poser, qui relève aussi de mon expérience universitaire, c'est la question des soirées, puisque vous savez que les soirées étudiantes sont des lieux de violence sexuelle récurrents. Et en fait, sur les tournages ou dans le monde du spectacle d'une manière générale, la soirée est cette espèce d'entre-deux entre travail, non-travail. Et donc, comment vous envisagez l'encadrement ou la possibilité d'intervenir dans ces soirées? C'est-à-dire, pour vous, ces soirées sont-elles des moments de travail ou des moments de non-travail? Quelle est la responsabilité de l'employeur? Puisqu'il y a un flou très important sur ces moments-là qui sont des moments intermédiaires. Alors, sur la question des soirées, je rebondis même sur la question des temps de résidence, de création, puisque c'est vraiment des temps où il y a une vie en commun et qui peut aussi se solder par une soirée où il peut y avoir des moments festifs. Effectivement, il faut qu'il y ait un cadre beaucoup plus clair sur le temps de travail et le temps de fin de travail, parce que déjà, pendant le repas, parfois, on est tenté de continuer à travailler, ce qui ne devrait pas être, et le flou profite aux agresseurs. Et ça, c'est vraiment une zone de flou. Aussi, ce qu'on trouve sur les tournages, donc sur les soirées de fin de tournage, qui sont un événement et un moment festif, on trouve des personnes qui sont, on peut dire, satellites, qui ne sont pas complètement des personnes employées au moment du tournage, mais qui sont l'ami d'eux, le frère d'eux, quelqu'un qui aimerait plus tard faire ce métier. On trouve vraiment des personnes satellites qui s'intègrent aux soirées et qui peuvent être même presque présents à la fin du tournage pour dire « Ah ben, je vais voir comment ça se passe, je connais un tel », ce que j'ai vu la dernière fois, quelqu'un qui s'est intégré en fin de tournage et puis finalement qui s'est intégré à la soirée. Voilà, ça veut dire aussi identifier clairement qui sont les personnes et les responsabilités des encadrants de la soirée, puisque si on crée des événements, on est responsable de sa soirée aussi. Enfin, il y a aussi un cadre de responsabilité. Mais est-ce que c'est véritablement créer ces événements? Enfin, est-ce qu'il y a une personne qui crée cet événement ou est-ce que c'est une coutume de sortie de plateau? Est-ce qu'il y a un organisateur de l'événement? Il y a une organisation, il y a aussi un budget puisque ça coûte de l'argent. Donc, il y a forcément, s'il y a de l'argent et il y a une organisation, il y a une responsabilité avec un poste. Et notamment, ça peut être, si on parle des écoles supérieures de cirque, par exemple, il y a cette tournée de fin d'école, il y a ce spectacle de fin d'école où il y a des programmateurs qui viennent aussi. Et donc, dans ces soirées, il y a aussi parfois un début de réseau professionnel. Et donc, c'est à surveiller aussi pour que l'encadrant des élèves soit proche de ces élèves pour voir comment le monde professionnel qui s'intègre à ces temps-là se comporte. Oui, tout à fait. Oui. Juste pour compléter, parce que je crois que Mélodie a beaucoup de choses à dire, vous parlez des soirées, mais n'oubliez pas les castings. On est en train d'essayer de sortir un MeToo casting à MeToo Média. Ouais, voilà, il faudrait que les contrats démarrent au moment du casting. Mais ils sont malins. Évidemment que les producteurs, ils ne font pas commencer le contrat au moment du casting et le contrat s'arrête avant les soirées. Dans l'affaire des volets verts, on a une chance folle, c'est que ça soit passé sur un tournage et qu'il y a eu des témoins. Mais tout ce qui se passe sur les castings, et les directeurs de casting, les directrices peuvent vous en parler, et tout ce qui se passe dans les soirées ne sont pas contractualisés. Donc le producteur,
ils ne se sentent pas concernés. Voilà, donc je voulais parler de ça. Et juste pour répondre sur l'argent, sur le cinéma ou le théâtre, il y a des producteurs, donc ça paraît condamner le producteur quand il n'applique pas le droit du travail, parce que c'est vrai que sous couvert de flou artistique, tout est flou, quoi. On n'applique pas le droit du travail. Pourquoi il ne s'applique pas sur les tournages, sur les productions de théâtre, les productions de danse ou de chant? Alors ça, c'est un énorme mystère. Et les obliger à appliquer le droit du travail, mais les télévisions aussi, qui ont pour le coup beaucoup d'argent également, les obliger à appliquer le droit du travail. Vous n'avez pas suspendu monsieur machin alors qu'il est dangereux sur son lieu de travail parce que ses victimes, il se trouve qu'il les a recrutées dans sa propre équipe ou dans les invités de son émission. Amende, et grosse amende qui fait mal, parce que si ça fait pas mal, ça sert à rien. Voilà, mais prenez bien l'entièreté du scope, et pas juste les tournages, ou juste les soirées et les tournages, évidemment, et avec toute la drogue aussi, on l'a pas dit, hein, mais toute la drogue et l'alcool qui circulent dans ce Y aurait-il de la drogue Madame Lacombe. Oui, je rebondis sur ça. En fait, il y a les fiches techniques qui sont préparées, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui est reçue dans sa loge, par exemple pour un concert, il y a une fiche technique. Dans la fiche technique, parfois, il y a des demandes qui sont hors cadre de la loi ou du droit du travail. Donc ça aussi, ça doit être vraiment respecté et il doit y avoir une attention là-dessus. Aujourd'hui, j'ai appelé un cascadeur pour lui demander dans son contrat de travail s'il était nommé l'interdiction d'exercer des violences quelles qu'elles soient, et notamment les violences sexuelles, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, c'était noté, mais en page 9, et il m'a dit « Ah ben, je ne l'ai pas vu ». Alors, il m'a dit « C'est la preuve que je n'ai pas lu mon contrat jusqu'au bout, merci ». Mais aussi, il a dit « Si c'était proche du salaire, peut-être que ça serait quelque chose qu'on lirait très... » Passer à l'oubliette, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'étais vigilant. Justement, ce cas est intéressant, c'est-à-dire le cascadeur ou l'auteur qui vous admet « Bon, j'ai pas lu mon contrat ». Bon, il y a quand même un petit sujet là. Et justement, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment, à mon avis aussi, de sensibilisation. Et qu'il faut, en réalité, il faut qu'on ait des comédiens, des techniciens, des comédiennes, des techniciennes qui soient armés juridiquement. Et est-ce que c'est suffisant ? C'est une vraie question. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est de leur faute, hein, au contraire, mais c'est une vraie question qui m'intéresse parce que peut-être que ça, c'est un cadre légal qu'on peut renforcer. Alors, Madame Lacombe, assez rapidement, si ça ne vous embête pas, pour faire circuler la parole. Bien sûr. Donc, la proposition, c'est que ça soit en début de contrat à signer. Aussi, pendant le Covid, il y a eu des vidéos où il y avait plusieurs sujets mélangés. Et à la fin, les gens qui étaient engagés devaient voir la vidéo et signer comme quoi ils l'avaient vue. Mais il y avait tellement de sujets que certains sujets passaient à la trappe, notamment celui des violences sexuelles. Donc, que ça ne soit pas banalisé, que ça soit mis en avant. Pour finir, je suis rapide. C'est pour dire aussi que dans les documents qu'on a pu lire, parfois la loi est réinterprétée et écrite à moitié. Et donc, c'est important dans toutes les communications que la loi soit écrite comme elle est écrite dans le code pénal. Et effectivement, qu'on soit tous et toutes dans nos débuts de profession informés. Madame Molinaro. Oui, justement, je réponds à la question concernant comment on forme et comment on informe, pour moi, les artistes et les jeunes artistes. Je pense que tout comme on leur apprend à reconnaître les violences, pour moi, on doit leur apprendre le droit du travail et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le contrat et quels sont leurs droits vraiment, ce qui n'est pas du tout fait. Mais non, pas du tout. Je l'ai pas eu. Et je ne connais aujourd'hui aucune école de spectacle qui fasse ce travail-là. On nous demande d'être au service de l'art, on nous demande d'être au service du metteur en scène, de se mettre à nu, ce sont des mots qu'on emploie, d'où pour moi aussi l'importance du coordinateur d'intimité ou de la coordinatrice, qui soit peut-être le metteur en scène ou la metteuse en scène ou le professeur, enfin la personne qui est en position d'autorité dans ce moment-là, et une formation à cet endroit-là pour apprendre à chacun à poser ses limites et qu'il n'y ait pas que ce soit que dans des scènes justement de sexe ou d'intimité, mais qu'il y ait un vrai apprentissage sur ce qu'est le consentement et pour tout le monde. Voilà pour la question de coordinateur d'intimité. Et pour moi, tout passe effectivement par la formation, que ce soit des professeurs, metteurs en scène, producteurs, et la sensibilisation auprès des jeunes artistes ou même des comédiens ou comédiennes déjà professionnels ou artistes, peu importe quels qu'ils soient. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir une mise à zéro et d'avoir toutes ces informations et d'avoir les clés et les outils pour pouvoir éventuellement se défendre et savoir vers qui se tourner et comment se tourner et quoi mettre en place si on est victime d'une violence. Par rapport au référent VHSS qui serait
indépendant. Je pense que c'est intéressant d'avoir les deux, en fait, c'est-à-dire que d'avoir le choix, de savoir vers qui on se tourne. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des personnes qui se tournent vers mon association Derrière le rideau parce qu'ils savent que je suis comédienne, ils savent que je suis aussi artiste et qui préfèrent largement se confier à moi qu'à Audience parce qu'ils ne savent pas trop qui est derrière le poste téléphonique et qui préfèrent avoir ce rapport-là. Comme on disait, je pense qu'en tant que victime, on a besoin de s'identifier, d'où le fait qu'il y ait autant de MeToo. Je pense qu'avant de savoir jusqu'où on est prêt à aller dans notre parcours de victime, c'est déjà effectivement de mettre les mots sur ce qu'on a vécu, mais surtout savoir que la personne à qui on confie notre parole est quelqu'un qui comprend parce qu'elle comprend le système dans lequel on est. Et je pense que les deux ne sont pas incompatibles, d'avoir à la fois des référents indépendants, surtout quand c'est des petites structures où je vous dis, il y a le producteur, la productrice et la metteuse en scène, donc d'avoir quelqu'un peut-être extérieur pour pas qu'il ait trop de responsabilités, comme on l'a dit aussi, qui paye ces gens-là aussi, ça coûte de l'argent aux structures. Et éventuellement d'avoir quelqu'un au sein de la structure, mais qui ait ces deux possibilités-là. Merci, Monsieur Pommier. Et après, il y a de nouveau des questions. Deux idées qui peuvent être tirées de l'expérience que j'ai au syndicat national des journalistes. On a, par exemple, au congrès annuel, le congrès d'un syndicat, c'est pas une entreprise, mais pourtant on s'y tient, on a un groupe de personnes qui sont potentiellement les réceptacles d'une parole s'il y a une VSS, une violence sexuelle, pendant le congrès. Ce type de dispositif devrait être appliqué partout, quel que soit le secteur, au fond. Lors d'une fête, lors d'un tournage, ça se fait sur les festivals, ça se fait aussi de plus en plus dans des soirées en discothèque, C'est hyper important, un numéro. Ça peut être un numéro, ça peut être une messagerie, ça peut être un truc d'urgence, un numéro d'urgence. Voilà, ça c'est une première chose. Pour la formation il faut absolument que tous les référents VSS soient formés et bien formés. Et ça, c'est important parce qu'il y a des référents VSS, effectivement, qui d'un coup arrivent, on ne sait d'où, n'ont pas eu une formation dûment habilitée par leur employeur, ou alors 2 heures. Merci, mais c'est pas en 2 heures qu'on va apprendre et se forger, par exemple, le sens de l'écoute, de la psychologie pour écouter une victime de violence sexuelle. Ça ne se fait pas en 2 heures. Donc ces deux choses-là peuvent être importantes pour avancer. Merci. Alors, j'avais noté Madame Berger. Il y avait une autre demande. Tu as demandé ? Ok. Donc, Madame Berger, après Monsieur Amir-Chahi. Oui, merci Madame la Présidente et merci à vous évidemment pour l'action que vous menez, votre présence aujourd'hui. J'avais une question un peu en rebond à ce que vous avez dit sur la notion de contrat de travail. Parce qu'on voit bien, et vous avez parlé de flou artistique dans le jeu de mots que vous avez employé, que c'est là où se nichent en fait les principales difficultés, c'est cette zone grise de qu'est-ce qui doit être intégré au contrat de travail, qu'est-ce qui n'y est pas aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait y être demain. On parlait de la question des soirées, par exemple. Est-ce qu'on considère que ça fait partie de notre travail d'artiste que d'y assister parce que, quelque part, ça fait partie d'un contrat moral qui existerait? Est-ce que, du coup, ça doit figurer dans le contrat de travail dès le départ? En clair, est-ce que, pour vous, il y a une nécessité de mieux nommer et de mieux borner ce qui est attendu des professionnels, y compris quand ça n'est pas, j'allais dire, sur le lieu de travail immédiat, dans le cadre du métier qu'ils exercent, mais parce qu'il y a tous les à côté de promotion, d'événements, qui, à un moment, participent, encore une fois, de ce flou. Deuxième question, c'est, vous avez évidemment évoqué la question du rapport au corps. Et évidemment, ce rapport au corps, il persistera parce qu'il est à l'essence même du métier et des métiers qui sont les vôtres. La question, elle est donc pas tant le rapport au corps que la question du pouvoir que certains peuvent avoir sur ce corps et de l'abus de pouvoir qui peut en résulter. Je comprends que pour vous, ça veut dire à la fois la question de la formation initiale de l'ensemble des professionnels du spectacle, quels que soient ensuite les niveaux de responsabilité qu'ils aient, que ce soit des artistes, producteurs, distributeurs, enfin, quel que soit le maillon de la chaîne. Est-ce que ça doit aller au-delà en termes de formation? Et si oui, quel type de formation? Est-ce que c'est uniquement de la formation initiale? Est-ce que c'est une formation continue? Est-ce que c'est de se dire que
si je prends l'exemple d'un tournage, en début de tournage, il doit y avoir une formation de l'ensemble des professionnels qui sont présents sur le lieu de travail pour réaffirmer encore une fois une tolérance zéro vis-à-vis de risques de violences sexuelles. Et je conclus. Il y a eu plusieurs questions, j'en pose en bloc. Oui, mais on arrive à la fin de l'audition, c'est pour ça. Je crois que c'était 19h, pardon. C'est 18h30. Écoutez, j'essaie d'aller vite, Madame la Présidente, mais est-ce que pour vous, il y a des moments précis qui doivent justifier, au-delà de la formation initiale, que ça puisse être le cas? Je retiens ce que vous avez dit aussi sur est-ce qu'il faut un référent interne ou externe. Moi, je crois beaucoup à la question des tiers de confiance qui doivent pouvoir exister, et ces tiers de confiance, pour moi, ne peuvent pas être systématiquement dans l'entourage immédiat et professionnel. Parce que je crois que ça fait peser une responsabilité énorme sur des professionnels dont ça n'est pas le métier initial, qui auraient uniquement reçu une formation supplémentaire, ce qui peut être utile, mais je crois qu'on a besoin de gens dédiés, professionnels, et qui ne sont pas de parti pris, j'allais dire, parce que sinon eux-mêmes peuvent se mettre en risque ou ne pas oser déclarer, dire, dénoncer ou accompagner. Merci, Monsieur Amir Chahi, et ensuite je vous propose de répondre. Bonsoir, et je vous prie d'excuser mon retard, mais nous sommes dans une période où tout le monde est pris dans des commissions, dans des votes, en séance. Il n'y a aucune désinvolture. J'ai une question très courte, et je me suis renseigné auprès de ma voisine pour savoir si la question n'avait pas été posée avant. C'est la question des mineurs. Est-ce qu'il y a des... Très bien, parfait. Bien. Il s'agit de savoir s'il y a d'abord un constat particulier concernant les mineurs, mais surtout est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques d'accompagnement, non seulement des mineurs eux-mêmes, mais aussi de leurs parents, le cas échéant, ou d'accompagnants responsables ou référents. Voilà, je ne développe pas, quand vous voyez exactement derrière cette question-là, tout ce qui se joue, puisque c'est aussi à ce moment-là que se construisent les violences et les fragilités qui s'en suivent. Merci. Monsieur Balanant, et ensuite, je vous propose qu'on conclue cette audition. Allez. Oui, moi juste, on a beaucoup parlé du Code du travail. Moi, il me semble qu'il est, en tout cas pour aujourd'hui, assez puissant si on l'appliquait. Mais la question quand même, c'est est-ce qu'il est complètement adapté à vos spécificités? C'est-à-dire que est-ce qu'on doit, nous, législateurs, imaginer un certain nombre de règles, non pas différentes, mais renforcées par rapport à vos spécificités? Parce que vous l'avez dit, et c'était très rapide, il y a du travail en intimité, du travail de nuit, du travail en promiscuité, du travail, tout ça est assez spécifique. Et puis ensuite, vous avez aussi, comme ça a été dit par tous les députés et par vous-même, il y a la question du corps. Donc, est-ce que nous, on n'a pas ce sujet à imaginer? Et dernier point, ce sera ma dernière question. Vous avez des cellules d'écoute et vous entendez beaucoup. Nous, si vous pouvez nous fournir par écrit vos statistiques et vos chiffres, ça nous intéresserait beaucoup pour contextualiser, objectiver un certain nombre de choses. Et merci, parce que je pense que ce sera la dernière question. Merci encore une fois pour ces témoignages qui complètent le travail qu'on a déjà mené et tout le travail qui nous reste à faire. Merci beaucoup. Je vous propose de répondre à ces dernières questions, à cette dernière salle. Pour répondre à la question par rapport aux soirées ou aux à côté, les promotions et tout ça, les soirées de fin de tournage sont importantes mais pas obligatoires puisque ça permet de créer un réseau et ça conclut toute une période de travail. Moi, plutôt que de les inclure dans le contrat de travail, c'est de faire une charte qui cadre ces choses-là, que tous les gens présents à cette soirée soient au courant et soient conscients de ce que ça implique. En rappelant évidemment les règles et en disant ce qui n'est pas acceptable. Je pense que la charte aussi est une bonne solution dans tous les à-côtés qui peuvent être à la fois tous les à-côtés du contrat de travail. Par rapport aux mineurs, je peux malheureusement, et je crois qu'on s'est regardé, on n'a pas de témoignages concernant les mineurs, donc on n'a pas l'expérience pour pouvoir en parler. Après, je sais aujourd'hui que dans le monde du spectacle, par exemple, il y a le Roi Lion qui se joue en ce moment à Paris, il y a des enfants qui jouent tous les soirs, ils ont tous les soirs un accompagnant majeur qui est avec eux, qui les accompagne de la rentrée sur scène à la sortie de scène, ils sont jamais seuls. Donc il y a quand même un suivi. Après, je ne peux pas m'étaler sur le sujet puisque je n'ai pas reçu de témoignages concernant les mineurs. On nous fera des auditions là-dessus. Voilà, très bien. Et concernant, du coup, par rapport au code, comment on peut s'adapter aux spécificités, je pense qu'il faut vraiment prendre
comme j'avais dit, je l'ai dit au début de cette audition, je pense prendre vraiment en conscience la précarité, l'omerta aussi de ce milieu, de fait que c'est extrêmement, au-delà du fait de ne pas forcément connaître bien ses droits, c'est un petit milieu où il est extrêmement difficile de parler et on est de plus en plus entendu, mais sans forcément que des choses soient mises en place. Je ne sais pas si c'est peut-être dans l'adaptation des plaintes, par exemple, si on porte plainte à côté, sans forcément par rapport au Code du travail, mais peut-être si on porte plainte que les officiers de police soient formés aux spécificités du spectacle et qu'il n'y ait pas forcément des avis sur quand on dit que bah oui, j'ai passé un casting et le mec m'a demandé de me mettre nue, mais parce qu'en fait la scène c'était normal, on doit être à l'aise avec son corps. Oui, bah t'es une pute si tu t'es mise toute nue, c'est un fait, c'est un témoignage que j'ai pu recevoir. Et non, en fait ce n'est pas une pute, c'est dans le travail, on lui a demandé de se mettre nue parce que ça s'y prêtait, ça ne veut pas dire qu'elle devait être violée. Je pense qu'il y a aussi un vrai manquement de formation auprès des officiers sur les plaintes à cet endroit-là. Au-delà du spectacle. Mais clairement au-delà du spectacle. Mais bon, comme on est dans ce secteur-là, de vraiment s'adapter à nos spécificités qui sont la précarité notamment et le rapport au corps. Merci. Oui. Très rapide pour laisser la parole. Pourquoi on ne lancerait pas une grande campagne de publicité? Est-ce que les images, elles sont impactantes? Ou en quelques images, on dit, ça se passe dans une soirée, par exemple, ou ça se passe dans l'environnement du travail ou dans une entreprise en Haute-Saône. Voilà, des films contextualisés où on a des scénettes, où on voit un homme qui met la main sur une partie il n'a pas à la mettre pour une femme en disant ça c'est non, et à chaque fois on chiffre parce qu'on connaît mal le bas de la pyramide des violences sexuelles. Notre droit, pour le coup, Dieu sait qu'on lui tape dessus sur le viol et l'agression sexuelle, mais sur le bas de la pyramide, il est quand même super bien fait, et on ne sait pas que pour l'outrage sexiste, il y a tant de mois de prison avec sursis et sexuel et 3 750 € d'amende. Pas une femme ne porterait plainte parce qu'elle s'est fait injurier, parce qu'on ne sait même pas qu'on peut porter plainte là-dessus. Et si on avait une vraie campagne de pub ou d'affichage en disant ça c'est non, ne te laisse pas faire, et ça figure-toi que lui il peut avoir ça comme sentence de prison et comme amende, que les gens se rendent compte que ça n'est pas tolérable. Voilà, je lance l'idée, je laisse rattraper qui veut. Merci, Monsieur Pommier. Juste pour prolonger, on pourrait très bien diffuser ce type aussi de film juste avant chaque tournage, juste avant chaque spectacle. Un film court, pour que tout le monde sache... ah oui, c'est vrai, ça, je ne peux pas faire. Autre idée, une charte glissée avec le contrat de travail, ou plutôt en tête du contrat de travail même. Une charte sur la prévention des violences sexuelles, avec les bons mots, les bonnes références juridiques, la bonne signature, c'est signé, je ne sais pas de qui ça serait signé, mais que ce soit national presque, et on ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Voilà. Pourquoi pas? Merci, Madame Bello-Lascombe. Je rebondis sur la charte à nouveau. On peut dire que ce qui compte dans ces chartes, c'est certainement pas d'expliquer à l'agresseur qu'il ne va pas le faire, parce que lui, il le sait que c'est interdit, mais c'est plutôt d'afficher que sur ce lieu, il y a une tolérance zéro et qu'il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Pour le rapport au corps, je rebondis aussi sur la question du consentement. C'est à prendre avec des pincettes, puisque l'agresseur, lui, ce qu'il cherche, c'est que ça lui fasse non, et c'est ça qui le fait bander. Je vais le dire comme on est sur le sujet des violences sexuelles. Clairement, c'est ça la situation. Donc, c'est pas que c'est une zone grise et une zone de flou. Lui, il va s'assurer que ça lui fait non et qu'elle ne veuille pas. Donc, on peut trouver des situations où elle a été amenée à donner son consentement sur une situation, mais qui va la dévarier d'une manière où elle va se retrouver à subir les violences. Et je rebondirai à ce moment-là aussi sur la question des enfants. Quand en 2019, on nous a demandé notre avis, on a nommé 3 choses. On a dit que, effectivement, l'accompagnement sur le tournage, et ça pêchait en 2019, il y a une attention plus accrue, et que les encadrants, à ce moment-là, je ne sais pas si eux, ils sont soumis au FIGES aussi, ça serait intéressant, pour leur poste, puisqu'ils sont donc amenés à la loge, aux toilettes, bien sûr, dans tous les moments de vie,
Il y a aussi l'écriture du scénario du film, c'est-à-dire que raconte le film, quelle est la place de l'enfant dans le film. Est-ce qu'il a une place sexualisée? Est-ce que ça raconte quelque chose d'une histoire d'amour entre un enfant et un adulte, ce qui existe, hein. Donc ça, c'est vraiment à se questionner aussi sur quel est le récit du film et la place de l'enfant. Et pour finir, nous, on est une association générique, on peut dire. On reçoit des témoignages de tous les secteurs. Et on a parlé du trio perdant en début de réunion. Et dedans, il y avait les parents. Et bien, quand on a des castings avec des enfants, il y a les parents qui sont accompagnants. Il faudrait peut-être avoir une vue sur le comportement des parents qui ont objectivé leur enfant et ne pas permettre à un enfant peut-être de faire carrière si c'est l'objet du projet des parents et du comportement des parents. Voilà. Je vous remercie. Moi, deux mots en conclusion pour dire que dans les soirées, il y a aussi la possibilité d'avoir des référents VSS ou VHSS dans les soirées, et que ce soit des personnes qui ne s'alcoolisent pas, qui ne se droguent pas, un peu à la manière des SAMI. Les SAMI, c'est ce qu'on avait mis en place à l'université. Ça a radicalement changé les soirées étudiantes. Hein. En vrai, il suffit de 2 ou 3 personnes dans une soirée qui se sentent responsables et en responsabilité là-dessus pour que ça puisse changer. Moi, je voudrais vous remercier vraiment chaleureusement pour vos témoignages. Vous dire qu'on s'est mis on a un accord avec le rapporteur qui est de ne pas finir cette commission d'enquête sur la proposition d'une charte. J'entends que ça peut être une charte, mais que ça ne sera pas que cela, parce que sinon on passera à côté. Et qu'en fait, il y a à un moment une responsabilisation vraiment par la loi à mettre en place, et un cadre par la loi à mettre en place. Et merci pour les éléments que vous nous avez amenés de ce point de vue-là, qui nous éclairent beaucoup sur les aspects sur lesquels nous devons travailler encore. Nous aurons d'autres auditions sur les castings, sur les enfants, sur la Légion d'honneur, sur la stratégie de l'impunité, sur les alliés, sur tout ça. Donc on va travailler ça jusqu'au mois d'avril, et notre rapport, a priori, sortira au mois d'avril. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci aux députés présents, et bien, je vous souhaite une bonne continuation. À jeudi pour les prochaines auditions.